Chers téléspectateurs de Women First TV, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission Entretien et nous avons comme invité aujourd'hui Tabara Niang qui nous présente son ouvrage Calèche d'une demoiselle. Madame, je vois bien que la richesse de votre livre est bien inépuisable, mais vous me permettez aussi de soulever certains aspects qui me semblent un peu importants. Là, par rapport maintenant au titre des chapitres. Ces titres sont très énigmatiques, plus incitatifs qu'informatifs. Je vais également vous en citer la bêta bébête, le gamin qui dégame comme titre de ces chapitres. J'ai réussi aussi, mais pas comme étudiante, mais plutôt comme cadre administratif. Mais peut-être ils m'ont plus ou moins influencé parce qu'on sait tous que vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi. Que les titres de vos interviews, je sais pas, de vos textes ne sont jamais informatifs. Ça peut ne pas être informatif. C'est-à-dire qu'il faut juste prendre la substance donc, pour inciter le lecteur à aller fouiller dans le texte et savoir ce qu'on y dit. Et effectivement, donc, j'ai voulu peut-être emprunter ce style journalistique et ne pas dévoiler tout à travers les titres. Quand je me dis la gamme qui dégage, effectivement, quelqu'un se dirait, non mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Il faut que souvent, oui, c'est ça. On s'interroge beaucoup. Oui, hein? c'est ça, il faut que je lise, il faut que j'entre dans le texte pour savoir. Et c'est ça, donc on incite le lecteur véritablement à continuer sa lecture donc, pour découvrir la substance du texte. Voilà, ça va nous permettre d'évoquer un autre point, la lourdeur des mots aussi. Vraiment, là, le français est trop académique. Je ne sais pas si vous avez ciblé juste une élite intellectuelle minoritaire ou vous n'aviez pas ce souci au moment où vous écrivez. Même pas. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi quand j'écris au feeling déjà, mais je fais tout pour que le français y est. Quoi. Donc j'aime beaucoup la langue française. Je l'apprends jusqu'à présent parce que comme on dit, hein, la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est de la pratiquer. Et pour moi, pratiquer une langue, c'est quoi? Donc, c'est la lire, c'est la parler, mais c'est aussi l'écrire. Et quand il faut écrire, il faut vraiment s'y mettre, quoi. Donc, il ne faut pas écrire pour écrire. Sujet, verbe, complément, c'est bien, oui, non, mais c'est plutôt fait pour tout ce qui est récit, pour tout ce qui est peut-être essai, donc pour tout ce qui est peut-être reportage et autres. Mais quand il faut écrire un roman, quand même, il faut y mettre un peu de qualité. Donc, c'est pour ça que je me suis permise quand même de temps en temps de prendre le dictionnaire et tout, donc, et de recueillir de nouveaux mots pour les intégrer dans mon texte, histoire un peu d'enrichir. Et comme je vous l'ai dit, je suis perfectionniste dans l'art. Je peux lire un passage et être insatisfaite de bout en bout. Donc, il me faut 2 à 3 jours pour reprendre ce passage, pour l'enrichir et tout. Donc, quitte à passer 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps par jour donc à relire le dictionnaire ou bien en allant sur Google faire des recherches juste pour parfaire, enrichir. Si je ne suis pas satisfaite d'un passage, je peux pas continuer. Donc c'est ça, c'est mon style, je suis perfectionniste. Donc je pense, c'est vrai que quand on écrit, on ne pense pas au lecteur parce qu'il faut se faire plaisir d'abord. Il faut se faire plaisir d'abord. Quand j'écris quelque chose et que ça ne me plaît pas, je me dis que ça ne peut pas plaire au lecteur. Voilà. Et puis, je ne pense Comme pas. on dit, quoi, c'est une extériorisation du moi. C'est ça. Voilà, donc vous vous sentez mieux dans ce style, quoi. Ça. Quand j'écris une chose et tout, donc un passage, je le lis, je suis charmée, je suis contente de moi. Donc, je m'applaudis et tout, et c'est bon, je peux passer à autre chose. Contente de vous, mais je vous rappelle que, ma foi, s'il faut vous lire, il faut avoir un dictionnaire à côté. Hein? Même pas, peut-être dans certains passages, oui, parce qu'il fallait peut-être être très littéraire, y aller vraiment à fond, donc dans les descriptions et autres et tout, je voulais pas faire simple, je voulais vraiment faire compliqué, c'était voulu, parce qu'effectivement, il fallait y aller. Mais bon, sur d'autres passages, quand même, j'ai été assez légère, entre guillemets, j'ai dit les choses telles quelles, pour vraiment apaiser un peu le lecteur, quoi. Donc, je vois bien, mais j'aimerais revenir sur un point capital aussi. Là, vous avez dénoncé, vous avez beaucoup dénoncé.
Vous avez dénoncé surtout les tares de notre société, je l'avais dit, l'accueil à l'hôpital. Vous avez aussi dénoncé la manière dont les conducteurs cherchent à traiter les passagers. Vous avez aussi dénoncé surtout la place de la femme dans la société africaine de façon générale, mais sénégalaise particulièrement. Surtout ce point. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il ne comprend pas le fait que les femmes, quand elles écrivent des romans, donc, ou des livres, à 90%, c'est axé sur elles. Ouais. Je lui dis, non, mais vous êtes un homme. Vous n'avez pas de problème. Si j'écris sur un homme, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire sur un homme? Quoi? Je ne sais même pas. J'ai beau réfléchir, je ne sais pas. Je suis une femme. Je suis féministe au reste. Comme on dit, en Wolof, c'est ça. Vraiment, souvent. C'est ça. Donc, c'est ça, quoi. On ne peut pas être femme et ne pas parler des femmes. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes qui nous sont spécifiques, qui sont tus, qui sont peut-être endurés dans le silence par toutes, moi peut-être y compris, et qui sont ignorés peut-être par la société. Donc, et une femme qui écrit, je me dis que la première chose qu'elle doit se mettre en tête, c'est qu'elle doit parler pour les autres, pour les sans-voix. Donc, celle-là, peut-être qui est au village et tout, qui n'arrive pas à accéder à c'est vraiment bien noté et bien visible dans votre ouvrage. Surtout quand vous avez parlé de cette note de, comment ça s'appelle encore, Liggéeyu Ndey. Ça veut tellement dire beaucoup de choses et ça aliène aussi la femme sénégalaise. Moi, ce sont des choses qui me révoltent parce que d'abord, le Liggéeyu Ndey, c'est bien beau et tout, donc on sait tous que il faut que je pense, hein, donc dans la tradition, on parle plutôt de Liggéeyu Ndey juste pour inciter les femmes à cultiver le bien autour d'elles. Donc dans le foyer, donc peut-être à cultiver l'harmonie dans la famille, à être endurante bien sûr face aux épreuves et à soutenir peut-être les époux dans les meilleurs. Parce que c'est de cette sorte que les enfants vont réussir dans la vie. Oui, mais oui, en fait, moi, c'est cet aspect qui me déplaît. Parce que des femmes endurantes, oui, il y en a. Mais on se rend compte de plus en plus que les femmes sont prêtes à tout, juste à tout accepter. À tout accepter. C'est-à-dire que c'est comme si elles sont obligées de s'anéantir en tant qu'être humain, juste pour que le foyer demeure, juste pour que les enfants soient après... Et vous en avez d'ailleurs très bien parlé dans ce passage, hein, je vous le lis également. C'est ainsi qu'elles sont des millions à succomber sous les coups mal, à taire les vices et défauts de leurs époux, à supporter les infidélités, à accepter les violences verbales et psychologiques, à admettre les insatisfactions affectives, sexuelles et matérielles, à subir les travers de la polygamie, à s'endetter pour satisfaire les belles familles. En somme, à endurer les braises de l'enfer avec une foi de charbonnier pour espérer un jour déambuler dans les jardins d'Éden. C'est beau, en même temps, c'est révoltant. C'est révoltant et c'est la réalité, son coup. C'est une réalité que l'on vit toutes, que toutes les femmes vivent, hein, parce que c'est comme une épée de Damoclès qui est suspendue sur nos têtes. C'est pratiquement comme la guillotine. Et même, j'ai comparé cet aspect de Liggéeyu Ndey à la guillotine. Parce que quand celui qui a créé la guillotine, la machine à couper les têtes, si on peut l'appeler ainsi. Je vous dis. Donc lui, il a créé la machine pour amoindrir la souffrance des hommes. Vous voyez. Mais nous, notre Liggéeyu Ndey, donc il est fait, c'est un fait social, donc il est conçu pour renforcer nos souffrances. Parce que les femmes souffrent à cause de ça. Espérant le Liggéeyu Ndey et parfois qu'on ne voit jamais. Hein? Non, parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que ce sont les femmes les plus heureuses qui font les meilleurs enfants. Justement. Ça, il faut qu'on le dise une bonne fois et qu'on passe à autre chose.
c'est dans les foyers les plus heureux que vivent les meilleurs, que vivent les meilleurs enfants. Et vous avez donné d'ailleurs l'exemple de Debo, Debo Yaïboy, qui est passé par différentes étapes de la vie, mais qui était toujours là, brave, téméraire. Il a fallu que Dado donc, soit mise enceinte et tout, donc pour que la société l'accable en disant que c'est parce qu'elle n'a pas été une bonne mère, une bonne épouse. Voilà. Même. Parce que la société l'a jugée alors qu'elle ne savait absolument rien de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle vivait dans son foyer. Elle a été là, elle a été du début à la fin. Donc elle a soutenu ses enfants, elle a soutenu sa progéniture. Mais il y a des aléas de la vie, il y a des accidents de la vie. Donc dans notre société sénégalaise, les actes de l'enfant sont plus jugés à travers l'enfant, mais à travers sa mère. Alors que, c'est extraordinaire. Un enfant, c'est un cocktail. Un être humain, c'est un cocktail. Et jamais le père. Parfois, le père est très irresponsable. Je vous dis, et je l'ai dit, oui, que le bien père sûr. soit un acarien, un microbe, un violeur, un homme, je ne sais pas, j'ai parlé de ça. Bien sûr, vous avez qualifié différents. C'est ça. Il faut juste, tu as beau être ce que tu veux en tant qu'homme. L'essentiel, c'est que une fois que tu te maries, il faut choisir la bonne femme. Parce que c'est la bonne femme qui va te faire de bons enfants, de beaux enfants, des enfants bien. C'est tout à fait le contraire. Et en piétinant même les fondamentaux du mariage. Finalement, on ne vise plus le bonheur. J'ai été en Mauritanie, à 2 pas du Sénégal. Je vous dis, j'ai été ébahie par la manière dont les hommes traitaient leurs femmes. C'est-à-dire que là-bas, un homme qui épouse une femme et qui ne lui cherche pas d'aide ménagère, non, mais il est mal perçu par la société. Parce qu'effectivement, pour eux, une femme, on doit la chuchoter. Elle ne doit absolument rien faire parce qu'elle doit être belle, elle doit être gracieuse, elle ne doit pas avoir les mains rugueuses parce qu'effectivement, elle doit être prête pour son homme. Ici, c'est toi faire le contraire. On cherche des bonnes, pas des femmes. On cherche quelqu'un qui soit là donc, pour faire la cuisine, pour s'occuper de la belle-mère, pour s'occuper de je ne sais pas quoi. On cherche même des animaux. J'ai taquiné un peu les hommes en leur disant que la plupart cherchent des animaux de compagnie, mais pas des femmes. La plupart cherchent des sextoys à chair humaine, mais pas des femmes, pas des épouses. Donc, ce qui fait qu'effectivement, finalement, ça devient du tout. Mais je pense que c'est plutôt culturel. Il faut vraiment qu'on parle de ces choses pour vraiment avancer dans la société. Parce qu'on ne peut pas avancer avec ça. Au-delà de tout ça également, j'ai remarqué que vous étiez, dans votre roman, vous êtes très proche aussi de cette société sénégalaise, jusqu'à utiliser certains mots en Wolof comme tels sans les modifier. Oui, bien sûr. En fait, j'ai appris le français à l'école. J'ai été à l'école à 6 ans, entre 1 an, 2 ans. Et 6 ans, je n'ai parlé que Wolof chez moi. Donc, c'est quand j'ai commencé à fréquenter l'école primaire et tout, l'école française, que j'ai commencé à parler plus ou moins le français. Donc, mais il m'arrive souvent de penser en Wolof pour traduire ça en français. Et il y a des mots aussi, il y a des mots qui sont idiomatiques, comme on le dit, donc qui sont véritablement liés à la langue. Donc, ce sont des mots que je n'ai pas pu traduire. Quand je dis « il s'aimait dalle », dalle, c'est une interjection. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises où vous mettez dalle. C'est ça. Des mots qu'on a du mal à traduire en français. Comment je peux traduire ça? Je peux pas. Le D également. C'est ça. Voilà. Je vous dis, en fait, ce sont des mots qui sont difficilement traduisibles dans d'autres langues. Et qui ont leur sens aussi, une richesse. Et puis, au-delà de ça, j'ai voulu quand même, c'est vrai que j'aime bien la langue française, mais j'adore aussi le Wolof. Parce que je suis Wolof de par mon père, peut-être Alpulaar de par ma mère, donc qui a sa mère Peul et tout, qui m'a éduquée, comme je l'ai dit tantôt. Mais il faut aussi faire de temps en temps des clins d'œil à nos langues nationales qui sont en train de mourir. Et effectivement, même par rapport à l'écriture, vous avez peut-être remarqué, donc moi j'écrivais les mots Wolof comme je les entendais. Bien sûr. Mais le premier correcteur, celui qui a revu l'ouvrage, m'a suggéré d'écrire les mots Wolof donc, en Wolof, au vrai sens du terme. Donc, quand je mets, par exemple, tcha, je mets en français, dans la première écriture, je mettais T-H-I-A pour lire tcha, mais il me dit non. Ça doit être C. C'est le C en Wolof. C'est le C en Wolof. Il faut mettre C, Khartouf.
Voilà. Khartouf, comme le chauffeur de taxi. Oui, c'est ça, le titre, voilà. Du premier paragraphe. Voilà. C'est ça. Donc, ça, de la première partie, c'était ça. Je l'avais écrit comme je l'entendais et tout, mais c'est lui qui me l'a corrigé. Voilà. Quand je mets Subhanallah ou bien Astaghfirullah. Voilà. C'est-à-dire que le Wolof a son vocabulaire, a également son alphabet. C'est ça. Et il faut vraiment donc, qu'on ne l'oublie pas. Donc, il faut aussi faire des clins d'œil. Même si je ne peux pas écrire en Wolof un roman de 200 pages, je ne peux pas pour le moment, peut-être dans l'avenir, dans le futur et tout. Mais vraiment, c'était une façon pour moi de dire aux uns et aux autres que j'aime la langue française, bien sûr, mais j'adore mon Wolof. Voilà. Je ne voudrais perdre pour rien au monde. Quelle richesse, madame. Mais également, là, il y a une belle leçon de morale à travers votre roman, surtout à la fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'effort qui paye. Malgré les différentes péripéties par lesquelles vous êtes passé, finalement, vous avez trouvé un bon travail pour vous. Ça veut dire que donc, seul l'effort paye. C'est ça, il faut se battre. En fait, c'est ce que j'ai voulu vraiment faire savoir à mes lecteurs, que la vie, vivre c'est lutter. Comme le disait, je pense, Victor Hugo, vivre c'est lutter. La vie c'est un combat perpétuel. Que ce soit dans la société, que ce soit dans les entreprises, que ce soit même dans nos familles, tout, dans nos ménages et tout, il faut se battre. La vie, elle n'est pas facile du tout. C'est-à-dire que même si on va dans une thématique religieuse, on va se rendre compte qu'effectivement, Adam a été envoyé sur terre pour être éprouvé. Et on ne peut pas être éprouvé dans l'opulence, dans le bonheur et tout. Non, il faut qu'il y ait éprouvé, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait des épreuves. Ce sont ces épreuves qui nous forgent. Il faut les accepter. Et vous l'avez même montré avec la mort de Dado, lorsque vous avez évoqué le philosophe Martin Heidegger, qui disait que déjà le fait de naître, c'est être trop vieux pour mourir, juste pour vous soulager aussi. C'est ça, bien sûr, c'est ça. Et bon, c'est vrai que ça, je l'ai mentionné. Donc, quand Dado, d'abord, fustigé, on peut se révolter un peu par rapport à la mort brutale. La mort de Dado, oui. Oui, donc de Dado à la fleur de l'âge. Donc, elle a effectivement fait... C'est Heidegger qui est voulu lui rappeler qu'effectivement, dès qu'on vient à la vie, on est déjà assez vieux pour mourir. Une philosophie d'acceptation. Non, mais c'est ça, quoi. Parce qu'on pense qu'une fille de 14 ans qui meurt, donc c'est trop. C'est trop parce qu'elle est trop jeune et tout. Elle est morte à la fleur de l'âge et tout. Elle avait toute sa vie à elle. Pourquoi elle? Pourquoi à cet âge? Pourquoi pas des autres qui ont 100 ans, qui ont fait leur vie? Vous vous êtes bien consolé également en évoquant cette donne divine, n'est-ce pas? Je l'ai aussi remarqué en lisant ce roman. Il faut peut-être avoir, comme on dit en Wolof, verrouille. Voilà. Donc, quoi qu'on puisse dire, la vie, elle est éphémère, elle est ce qu'elle est, elle est éprouvante et tout. Mais bon, ce qui nous pousse à tenir vraiment, c'est au-delà de tout, je pense que c'est notre foi. Donc, je ne suis pas une grande pratiquante, malgré mon voile et tout, donc, mais j'essaie de mon mieux quand même pour me rapprocher de Dieu de plus en plus, parce qu'effectivement, je sais que c'est la seule réalité, c'est la seule vérité qui est. Donc, on est tous appelés à mourir, et comme je l'ai dit, la meilleure manière d'apprendre à vivre, c'est de se préparer à mourir. On peut vivre l'instant présent, mais il faut toujours penser à sa disparition. Donc, et pour cela, il faut s'y préparer. S'y préparer, c'est quoi? C'est vivre sa vie, donc c'est rire, c'est manger, c'est être avec des amis, c'est lire, c'est écrire, c'est faire des choses, je ne sais pas, qui sont là et tout, existentielles. Mais au-delà de ça, quand même, il faut penser au divin, et c'est ce rapprochement donc, avec la religion qui nous permet aussi de tenir et de pouvoir aussi faire face aux difficultés de la vie. Voilà, un livre qui regroupe autant de connaissances, autant d'expériences, autant d'idées, autant d'exemples. D'autant plus qu'écrire, c'est extérioriser le soi, extérioriser également le moi. Et je me demande bien si vous avez aussi quelque chose à dire, d'autant plus que je ne peux pas intégrer totalement votre personne.
Non, du tout. Je pense que on va donner la latitude à chacun de lire le livre et de l'apprécier à sa guise. Parce que bon, il y en a qui sont plus ou moins intéressés par la polygamie. Oui. Tous les hommes, ils me disent non, mais tu n'as pas raté les hommes. C'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Comme non, mais on dirait que tu es misandre, tu détestes les hommes. Je leur dis, mais arrêtez. Moi, je n'ai absolument rien contre les hommes. Au contraire, ils m'ont soutenu dans toutes les étapes de ma vie, aussi bien sociale que professionnelle. Je n'ai absolument rien contre eux. Mais je ne fais que décrire la société. Je ne fais que comme tel, visiblement. La société, je vous dis, je ne fais que retranscrire dans ce roman ce qui est. Donc, je ne suis pas contre vous, tout au contraire. J'ai bien remarqué quelques exagérations, surtout lorsque vous parlez, vous décrivez nos hôpitaux avec des glaçons, des glaçons que l'on met sur les cadavres et qui proviennent de la poissonnerie du port, ou bien également, n'est-ce pas, des lampes à torche, je crois. Non, pas des lampes à torche, mais des lampes tempêtes, très bien, des lampes tempêtes, n'est-ce pas, à cette époque. C'était pour décrire une situation de catastrophe. Que j'ai mis tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de fiction donc, dans cette partie. Mais il faut dire que l'essence, elle est réelle. Parce qu'effectivement, il s'agit d'un fait divers qui s'est passé il y a quelques mois de cela. Une femme était allée à l'hôpital Philippe-Maguilène-Senghor pour y accoucher. Elle n'a pas été reçue parce qu'il y avait du monde et tout, je ne sais pas, il n'y avait plus de place. Et elle a finalement accouché devant l'hôpital à quelques 20 mètres et tout, sur le trottoir. Je me suis inspirée de ce fait réel pour pouvoir décrire ce qui se passe dans les hôpitaux. J'ai mis beaucoup de fiction, j'ai exagéré et tout, donc, mais il fallait que... Pour mieux mettre en exergue votre idée, donc, quoi. C'est ça, il fallait que l'atmosphère soit vraiment une atmosphère d'apocalypse. Donc, qu'on sente que vraiment c'est la fin. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on parle de lampe tempête, ça renvoie à tout ce qui est noir, à tout ce qui est, je sais pas moi... un peu, bon, pas trop gai, pas trop... Voilà. C'est ça. Vous voyez, donc, les glaçons, les cadavres, etc. C'était vraiment pour décrire une atmosphère de catastrophe parce qu'il fallait préparer le lecteur à la mort de Dado. Donc c'était juste ça. Donc, le lecteur, il était un lecteur averti qui lit cette partie, il sait que la fin, il peut savoir que la fin ne sera pas heureuse. C'est vrai, dès cet instant quand même. Oui, voilà, oui. On sent qu'il y aura quand même un dénouement malheureux, forcément. Oui, c'est ça, le taxi qui tombe en panne, donc... surtout quand on transcende cela dans nos valeurs socio-culturelles, bon, comme on l'appelle, chat ay doc, des choses comme ça. Bien sûr, donc dès cet instant, on sentait que ça... je vous dis que la société Coupelec, donc, parce qu'il n'y avait pas d'électricité cette nuit-là. Effectivement, c'est ça, parce qu'il fallait qu'un certain nombre d'aspects soient réunis pour préparer le lecteur à cette fin brutale, inattendue. Bien dit, bien illustré, madame. Un roman si riche, n'est-ce pas, en vocabulaire, aussi bien écrit. Vraiment, chapeau bas. Si vous avez un mot de plus à dire ou bien quelque chose à ajouter. C'est un plaisir d'échanger avec vous parce qu'au-delà de tout, je sens que vous avez saisi l'âme même. Au-delà de l'esprit, vous avez saisi l'âme du roman. Merci. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je vous en remercie. Et je vous remercie aussi pour votre professionnalisme et surtout pour votre perspicacité parce que vous l'avez été. Ce n'est pas... J'ai écrit bien sûr ce roman donc Ophélie, mais je sens qu'il y a beaucoup de thématiques que vous partagez et qui vous ont charmé. Voilà, chers téléspectateurs, je vous invite donc à lire ce roman de Tabara Niang, bien dit et bien écrit, n'est-ce pas, avec des réalités et des tares de notre société africaine et sénégalaise particulièrement. Quant à moi, je remercie bien notre invité Tabara Niang qui a bien voulu accepter notre invitation. Je remercie également toute l'équipe technique de Women First TV et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un autre numéro d'entretien.